on en revient à ce truc incroyable, tout le chambard autour de Napoléon. Alors, les gens qui nous écoutent sont probablement relativement jeunes, mais ce bordel-là, il a commencé il y a bien longtemps. En 2005, Chirac était président de la République, de manière souple, de manière chaude, de manière tiède. Il était de coutume d'honorer la victoire d'Austerlitz. Alors, la victoire d'Austerlitz, c'est une victoire capitaliste. Napoléon écrase l'Europe à Austerlitz. Mais Napoléon écrase l'Europe à Austerlitz dans une bataille, certes, qui exprime le devenir réactionnaire du Code civil sur la réalité du monde, mais qui, en même temps, prépare 1848, le surgissement révolutionnaire du prolétariat. S'il n'y avait pas eu Austerlitz, il n'y aurait pas eu 1848. Et Marx et Engels, qui avaient une lecture radicale et intelligente, savaient bien qu'il y a une continuité radicale entre l'histoire traditionnelle de l'Europe étatique et le surgissement révolutionnaire du prolétariat contre cette histoire étatique. Donc, quand on nous cache Austerlitz, on ne nous cache pas Austerlitz parce que Austerlitz est une boucherie. Les massacreurs d'Hiroshima et de Nagasaki, les larbins de l'OTAN, les grands massacreurs infinis de la Seconde Guerre mondiale se foutent complètement des Japonais carbonisés en 1945. Donc, ils se foutent encore plus des massacrés du terrain d'Austerlitz en 1805. Ce qui leur fait peur dans Austerlitz, c'est que derrière Austerlitz se profile dans cette unité aliénatoire de l'Europe de l'État rationnel hegelien le surgissement révolutionnaire de la lutte de classe qui conduit à 1848 et à 1871. Donc, sous prétexte d'un progressisme de la marchandise qui est tout sauf un progressisme de l'humain, parce qu'il est un progressisme de l'exploitation et de l'aliénation, on veut nous faire sortir de l'histoire, on veut faire sortir l'histoire de nous pour construire des générations entières d'abrutis, tordus, incultes, manipulables, asservis, rampants et réifiés. Et alors là, on commémore. Alors les gens qui ont un peu de culture commémorent le centenaire, enfin le bicentenaire de la mort de Napoléon. Mais qui connaît l'histoire de l'Empire napoléonien, qui va de Paris à Hambourg, de Hambourg à Milan, de Milan à Rome, et qui est le ferment de toutes les luttes de classe prolétariennes qui vont nous conduire au communisme? Personne. Alors, on a quelques bobos idiots, semi-créolisés, qui viennent nous dire « Oh, 1802, il a rétabli l'esclavage. » Alors, il a rétabli l'esclavage. Alors, d'abord, il a rétabli l'esclavage. La France, dans sa longue histoire, est le premier pays au monde qui a produit des textes d'abolition de l'esclavage. Et les premiers textes qui ont été produits sur l'abolition de l'esclavage datent des années, alors on ne sait pas exactement si c'est 657, 658 ou 659, c'est la régence de la reine Bathilde, pas Mathilde avec un M, mais Bathilde avec un B, qui était l'épouse de Clovis II. Et donc, sur ces années 657-659, alors que tout le bassin européen, esclavus, slavus, voit la déportation des peuples slaves dans un gigantesque marché d'esclavage qui poursuit bien évidemment le marché des esclaves de l'Antiquité, où des millions et des millions et des millions d'esclaves blancs ont été asservis par des maîtres blancs. On a donc un acte de la reine Bathilde qui rend illégal le commerce des esclaves. Mais on a mieux dans cette histoire où les luttes de classe radicales avec la monarchie s'entrecroisent dans ce que Engels appelle le surgissement dialectique de cette unité spécifique de la décomposition de l'Empire romain et des invasions germaniques. On a un acte et vérifiable aux archives nationales qui est un acte de Louis X le Hutin,
Louis X le Hutin est un des fils de Philippe le Bel. Et le 3 juillet 1315, il commet donc cet acte de procédure dans lequel il dit « Chacun en France doit naître franc et le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Tout esclave qui touche le sol de France, à ce moment-là, est immédiatement émancipé. » Et alors, ça ira tellement loin qu'il y aura un procès à Bordeaux en 1571, donc bien après, un armateur qui venait de Normandie avait débarqué une cargaison d'esclaves noirs à Bordeaux. Et il y a un procès qui a considéré qu'au regard de l'acte du 3 juillet 1315 de Louis X le Hutin, qui faisait loi fondamentale, les esclaves noirs débarqués à Bordeaux devaient être affranchis, puisque tout homme esclave qui débarquait sur le sol de France était franc, c'est-à-dire émancipé. Bon, cette histoire-là, personne ne la connaît, personne ne la creuse, parce qu'elle ne rentre pas. D'ailleurs, le pauvre Macron, vu le niveau intellectuel, on se demande même s'il sait qui est Louis X le Hutin. Mais c'est pas grave. Il doit croire que c'est un diffuseur de cam. Mais donc, par-delà ce côté complètement comico-troupier, la restauration de 1802 par Napoléon du commerce des esclaves, elle est liée à un acte qui n'abolit absolument pas la jurisprudence 1315-1571, parce que si un homme noir débarque en France, il est émancipé immédiatement. C'est purement et simplement une configuration commerciale dans le cadre de l'affrontement géopolitique avec l'Angleterre qui fait que les îles à sucre, hors continent, ont une économie particulière. Mais ce qui est fantastique dans cette histoire-là, c'est que vous avez des petites roitelettes médiatiques, les dames Obono, les dames Diallo, les dames Pulvar, qui ne travaillent pas à la mine, qui ne sont pas caissières chez Carrefour ou employées par une société d'autoroute à travailler dans la fumée et le goudron. Elles ont des postes émérites de représentation fétichiste dans la centralité de la dictature marchande mondiale. Elles sont relativement bien rémunérées, elles ne bossent pas excessivement et la qualité de leurs prestations n'est pas explosive. Donc ces gens-là qui sont des privilégiés viennent nous faire la leçon en nous disant mais en 1802, l'horrible Napoléon a rétabli l'esclavage. Mais en 1802, l'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas encore une colonie française, est totalement esclavagisée par les monarques africains eux-mêmes. Et Madame Obono, qui est d'origine gabonaise, elle devrait se pencher aux archives, comme le faisait Marx quand il allait au British Museum. Quelle est la réalité africaine dans sa globalité, en particulier l'Afrique occidentale que la France occupera à partir du 19e siècle en abolissant l'esclavage, parce que c'est la France qui va abolir l'esclavage en Afrique de l'Ouest, pour lui substituer le travail forcé, avant de lui substituer le travail salarié normal. Mais nous savons, il suffit de lire les textes de Marx, la réalité du travail forcé. Le travail forcé dans le progressisme de la marchandise, c'est un progrès puisque c'est une abolition de l'esclavage. Toutes ces régions-là sont esclavagistes en 1802 et elles ne sont pas esclavagistes en 1802 parce que le méchant Napoléon est allé en Afrique de l'Ouest. Elles sont esclavagistes depuis des siècles parce que les royautés africaines le sont, parce que le partenaire arabo-musulman est esclavagiste et que tous les territoires africains sont partagés dans toute une série de luttes sociales et de luttes ethniques entre ceux qui achètent des esclaves, ceux qui sont vendus comme esclaves et ceux qui après partent dans le commerce triangulaire. Donc c'est fantastique. La seule chose que l'on retient de Napoléon, c'est le fait qu'il a rétabli l'esclavage en 1802,
toutes ces dames condamnent Napoléon pour cela, en fonction de ce qui se passe en 1802. Mais que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest, dans les royaumes indépendants? C'est bien pire. Donc, et c'est pareil pour le Code noir. Et c'est pareil pour le Code noir. Le Code noir, c'est comme le Code du travail, c'est la codification de l'oppression. Mais le Code noir, pour la première fois dans l'histoire de l'esclavage, reconnaît que l'esclave est un homme et pas du bétail, qu'il a le droit au mariage, qu'il a le droit à avoir des enfants, et que le maître ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc tout ça, c'est de l'aliénation qui se restructure. Tout ça, c'est la barbarie du capital qui fonctionne. Mais je veux dire que innocenter des territoires entiers qui étaient esclavagistes avant, esclavagistes pendant, esclavagistes après, c'est un gigantesque montage qui est absolument insupportable.